Bonjour, bienvenue. Donc, bienvenue Stéphanie Lecam, directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels et également maître de conférence à l'Université Rennes 2. Et bienvenue Marc Chinal, auteur pas seulement de bande dessinée, éditeur puisque la maison d'édition Réfléchir n'a jamais tué personne est également une de tes créations, et réalisateur de documentaires. Donc, je propose de commencer, surtout vu qu'on est en début de journée, par un petit échange autour de l'intelligence artificielle et qu'est-ce que l'on appelle intelligence artificielle avant de se rapprocher de l'intelligence artificielle pour les auteurs et dans les BD. Alors, intelligence artificielle dans la définition, c'est qui n'est pas naturel, autrement dit qui vient de l'humain. Après, c'est un peu flou parce que l'humain est-il naturel? Ce qu'il produit, enfin bref, donc séparation quand même. Et intelligence, tissage de causes et d'effets. Il y en a qui mettent aussi l'optique, de qu'est-ce qu'on fait des suites de causes et d'effets. Et voilà. Après, c'est flou, parce que justement, les limites sont difficiles, donc c'est pas pour rien qu'il y a après tentative de faire des lois, que ce soit les lois d'Asimov ou les lois pour protéger les droits des auteurs. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, si quelqu'un veut compléter. Moi, en tant que juriste, je vais difficilement pouvoir apporter une réponse à la question de savoir qu'est-ce que l'intelligence artificielle. En tout cas, je crois qu'il faut rappeler d'abord qu'il y a plusieurs types d'IA et que celle sans doute qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est surtout l'IA générative de contenu qui viennent directement en concurrence avec les créations humaines, les créations de nos auteurs et autrices. Et donc, c'est vraiment sur celle-ci, moi, que je concentre l'attention. Je sais que l'IA a des apports colossaux dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la science, dans le domaine de l'agriculture. Je n'ai pas encore été complètement séduite par les apports qu'elle pourrait avoir dans le domaine de la création. Peut-être on va en discuter, mais en tout état de cause, c'est vraiment sur celle-ci que je m'intéresse particulièrement. Très bien. Donc, allons directement vers la création, vers le monde de l'écriture, et plus particulièrement dans la BD. Vous avez ici une illustration qui est tirée de Asimov s'est planté, donc l'ouvrage écrit par Marc Chinal et dessiné par Mathieu Fauré. Par rapport à l'écriture, donc Stéphanie, les premiers enjeux, quels seraient-ils? Disons que quand on a vu débarquer Midjourney, pour pas la citer, en juillet 2022, on s'est dit automatiquement, waouh, là ça va être compliqué pour les illustrateurs d'être en concurrence avec ces modèles de génération d'images qui, pour un moindre coût, peuvent produire des tonnes et des tonnes de contenu. On pourrait appeler ça après œuvre de l'esprit, si tant est que le droit les accueille dans son champ d'application. Mais en tout cas, c'est, si vous voulez, la première chose qu'on a vue, c'est une grosse concurrence. Et après, on a essayé de comprendre comment elle fonctionne et on a vu que finalement, cette génération de contenu n'était possible qu'à la condition de faire d'abord une aspiration massive de contenus préexistants, lesquels sont soit dans le domaine public, lesquels sont peut-être évidemment soumis à des licences Creative Commons, et puis pour une grosse partie, qui sont protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle. Donc nécessairement, en termes d'implication, ce qu'on a vu, c'est une concurrence un peu déloyale, sans doute une atteinte au droit de la propriété intellectuelle, on pourra y revenir, mais c'est une perte d'activité concrète pour les illustrateurs, c'est une baisse de la valeur de leur travail, puisque quand vous mettez par exemple 500 € pour faire générer par un humain une couverture de livre et que vous pouvez en obtenir des tonnes et des tonnes via Midjourney avec un abonnement à 20 €, on se demande quel va être le prix psychologique demain pour une couverture de livre. Et puis il y a surtout ce phénomène d'overproduction, de surproduction, d'éviction par cette espèce d'océan de contenu dans lequel on va devoir, auquel on va devoir évoluer. Et c'est toutes ces implications, toutes ces conséquences qu'on pointe depuis près d'1 an et demi aujourd'hui. Voilà. Alors, quelque chose à ajouter? Pas sur cette partie légale, non. D'accord. Mais donc, puisque vous avez parlé de l'impact économique que cela pouvait avoir,
Effectivement, on peut en parler directement. Vous avez parlé de la création d'images de couverture, mais quid de la création de contenu, l'écriture, la narration, etc. Est-ce que vous pensez que ça va affecter de la même manière? Et justement, en termes légaux, qu'est-ce qu'il y a déjà qui est mis en place? Alors peut-être effectivement il faut revenir au cadre, parce que quand on sait comment elle fonctionne, on peut déjà se demander si elle a le droit de faire ce qu'elle fait, cette intelligence artificielle génératrice de contenu. Alors le cadre légal, pour en dire deux mots, concrètement on a une directive de l'Union européenne qui a été mise en place en 2019 et qui ne pose pas vraiment la question de savoir si d'ailleurs l'aspiration de ces contenus est une atteinte au droit de la propriété intellectuelle. Il y a vraiment un débat là-dessus. Parce que d'un côté, certains disent que le fait de prendre l'image, de la mémoriser, c'est une forme de reproduction, donc c'est une atteinte au droit de la propriété intellectuelle. Et puis d'autres vous expliquent que ce sont des quantités infiniment petites d'éléments qui sont finalement utilisés, et peut-être pas, et on n'en sait rien, dans l'illustration. Et donc à ce titre, il n'y a pas d'atteinte au droit, et que les développeurs de l'intelligence artificielle sont totalement capables et peuvent, sans difficulté juridique, procéder à cette aspiration massive. Et donc, en quelque sorte, en 2019, l'Union européenne a décidé de mettre en place une directive, et dans un but tout à fait particulier, c'était de protéger surtout cette recherche, cette fouille de textes et de données dans le cadre de la recherche publique. Et il a été mis en place, dans le doute, une exception pour permettre à la recherche, aux établissements de recherche publique, de procéder à ces fouilles, data mining, et donc en ayant ce cadre légal à peu près carré. Et puis, un peu au dernier moment, une autre exception est arrivée, et celle-ci, elle profite à l'ensemble des entreprises, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, et pour n'importe quelle finalité. Donc ça ouvre le champ des possibles, évidemment. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un cadre légal dont on ignore s'il a été fait pour développer ces possibilités multiples, mais en tout état de cause, on questionne l'équilibre juridique qui est généré par ce cadre que l'on trouve justement pas du tout adapté à l'IA générative. Donc ça, c'est un premier temps, à mon avis, qu'il faut rappeler. Et donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on se retrouve avec des bouquins qui sont effectivement générés soit en partie, soit entièrement par l'intelligence artificielle. Et il y a 1000 questions qui se posent. Est-ce que ces ouvrages sont protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle? On pourra en discuter. Est-ce que finalement l'éditeur et l'auteur, en recourant à l'IA, ne prend pas un risque en créant et en publiant? Ça, c'est aussi des questions qu'il faut qu'on se pose. Enfin, en tout cas, vous voyez, on est au début et on voit quand même qu'il y a une appétence pour pas mal d'acteurs à recourir à l'IA sans vraiment se poser la question en amont de savoir s'il n'y a pas un risque juridique, économique et peut-être même un peu plus loin, enfin on verra, de recourir à cette intelligence artificielle. Oui, pour moi, sur le côté économique, ça amènera le chaos. Donc voilà. Il a oublié de préciser, Nicolas, dans le descriptif de qui je suis, c'est aussi beaucoup mec bizarre avec des pensées bizarres et casse-bonbon. Donc voilà. Donc je fais la partie casse-bonbon. Donc voilà, oui, effectivement, il y a beaucoup de questions. On a vu qu'ils ont fait les dirigeants du monde et les dirigeants de grosses sociétés dernièrement une réunion pour savoir en Angleterre, là où a travaillé Turing, c'est ça, je ne me trompe pas de nom, sur l'intelligence artificielle, de mettre un cadre. Et tout ce qui en est sorti, eh bien, évidemment, c'est des trucs très très flous, où chacun est d'accord pour limiter, mais comme l'avait mis dans un tweet Elon Musk, qui n'est pas forcément un exemple, mais quand même de temps en temps, il y a des trucs qui sortent, qui sont intéressants, où il avait mis un dessin où en façade, tous les dirigeants étaient bien d'accord pour il va falloir contrôler tout ça, et de l'autre côté, le sous-titre... mais moi d'abord, et ça va être la guerre. Donc, voilà, sur ce plan-là. C'est en tout cas très inquiétant parce que là, on commence à avoir aussi pas mal de producteurs qui se prononcent. Je pense notamment à Katzenberg, qui est le producteur de DreamWorks, qui disait concrètement qu'en temps normal, il lui fallait 5 ans et 500 personnes pour faire un film
de qualité, et que demain, il estime qu'il faudra moins de 90% de ses ressources pour pouvoir faire un film. Donc ça veut dire que si on ramène ces 50 personnes et probablement 180 jours environ. Donc quand on compare, on se dit c'est deux réalités qui nous attendent, mais c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. C'est beaucoup moins de créateurs et surtout une surproduction de contenu qu'on n'aura peut-être même pas le temps dans une vie d'humain de regarder. Et je crois que ça renvoie quand même à deux problématiques qu'on avait déjà dans le secteur de la création. La problématique de la précarité sans précédent de nos illustrateurs, nos créateurs, créatrices, et la surproduction. Vous voyez ? Et l'IA, elle vient cristalliser encore plus ces deux sujets majeurs qui sont les sujets du livre, et pas que du livre d'ailleurs, de la culture aujourd'hui. Alors, dans la mesure où l'IA se base sur les connaissances à un temps T, alors une somme de connaissances à un temps T, et que justement il y a cette profusion de contenu, est-ce que justement le rôle du créateur ou de l'humain en général n'est pas justement de conseiller, de voir à travers ça, de filtrer et de recommander? Je veux dire, quelles seront les 50 personnes qui restent à DreamWorks? Que feront-elles? C'est là qu'intervient quand même une notion qui s'appelle la philosophie, et de savoir qu'est-ce qu'on fait de nos lives, que doit être notre société, et qu'est-ce qui reste vrai aussi, parce que tu as dit le flot d'informations fait que oui, l'information est accessible, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? C'est vraiment un flot continuel. La plupart, entre guillemets, sont des conneries ou des trucs sans importance, mais il faut occuper le cerveau. Alors, il faut aussi s'occuper de l'économie, il faut s'occuper vraiment de tout un tas de choses. À mon avis, il faut remettre à plat la société humaine. Donc, bon, qui veut le faire actuellement ? C'est très compliqué, c'est vrai, effectivement, il y a cette dimension qu'il va falloir prendre en considération, c'est évident. Mais on voit bien, déjà, rien qu'en 20 ans, la profusion de contenus audiovisuels, littéraires, scientifiques, musicaux, enfin, en tout cas, c'est très large. Je veux dire, quand on lit un livre, c'est un bien d'expérience tout à fait singulier, mais au fond, est-ce que... ce qui n'est pas génial, c'est surtout d'aller voir quelqu'un qui l'a lu et c'est d'en parler avec lui pour voir comment est-ce qu'on a été percuté par les mêmes émotions, comment est-ce qu'on a envie je sais pas, d'en débattre, etc., etc. Alors, si demain on se retrouve avec finalement l'impossibilité de comparer ce qu'on a ressenti de cette expérience, je me dis, mais on va être hyper frustré, quoi. Déjà, regardez le sentiment de frustration énorme qu'on a sur une plateforme en ligne pour... Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que je mets déjà 40 minutes à savoir ce que je vais regarder, et puis finalement ça finit par me fatiguer et je regarde autre chose. Mais c'est notre comportement en tant que lecteur, en tant que spectateur, qu'il va falloir aussi réinterroger. Et c'est vrai que ça devient évidemment civilisationnel, philosophique. Et c'est là qu'il y a aussi le problème, le thème, c'est intelligence artificielle commerciale, Vince, intelligence artificielle expérimentale. Parce qu'on voit bien que l'intelligence artificielle, dans un monde commercial, elle est orientée vers le commerce. Donc on se retrouve à enfermer dans des boucles, comme quelque part tu viens de l'évoquer, d'avoir toujours le même contenu, le contenu qui va nous plaire, parce que c'est comme ça que le média qui utilise cette intelligence commerciale va vous capter. S'il vous capte, ça veut dire qu'il va pouvoir balancer toutes les pubs qu'il veut, qui en plus seront vraiment spécifiques pour vous. Donc en fait, l'IA commerciale nous enferme complètement dans des... En fait, il crée des sectes pour chacun. Et donc ça, c'est terrifiant. Mais vraiment terrifiant. Pour moi, c'est vraiment l'ennemi intellectuel total. Parce que ça amène vraiment à rien. Ça ne permet pas de réfléchir. Justement, quand tu parles d'échanger des émotions, en général, c'est pour les échanger, pour les confronter. Mais le mot confrontation devient problématique maintenant parce qu'on ne sait même plus mettre la limite, on ne connaît que le clash ou le vide. Alors confrontation, ça veut dire simplement essayer de déterminer où est la réalité par nos différents points de vue, nos différents vécus, notre sensibilité, etc.
Mais c'est plus possible dans des boucles où on n'est qu'avec des gens qui pensent la même chose. Donc, entre guillemets, on se radicalise. La radicalité, c'est pas uniquement chez les fous religieux, c'est dans tous les domaines. Quand on reste bloqué sur un thème ou un type de pensée, et c'est ça qui est pour moi la fin de l'humanité là-dessus. C'est pas beaucoup le reste. Après, voilà, noyé sous les flots, ben voilà, faut se poser la question, qu'est-ce qui doit rester vrai? Quand il y a des gens, l'intelligence artificielle, alors on déborde sur la création, mais quand on fait parler un politicien, on lui fait dire n'importe quoi. Moi, ça m'interroge, je me dis, mais en fait, pourquoi on se retrouve dans ce paradigme-là? Tout simplement parce qu'en fait, on est habitué à suivre quelqu'un. Donc, si c'est quelqu'un qui le dit, c'est que ça doit être vrai. Mais non, il faut effacer toute cette représentativité, toutes ces personnes qui parlent à votre place, qui font les gourous, quoi. Il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'il dit et où sont les faits. Ah, c'est compliqué, mais voilà. Et alors, j'imagine que le flot d'informations contribue justement à noyer l'humain là-dedans. Mais alors, est-ce que légalement, est-ce que contractuellement, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme réglementation ou comme limite destinée à justement ce flot d'informations qui empêche de réfléchir? Alors, il y a plusieurs points. D'abord, dans le cadre actuel, l'Union européenne avait mis en place la possibilité pour les titulaires de droits de faire ce qu'on appelle d'opt-out, donc de retirer a posteriori le consentement à ce qu'on utilise, enfin son consentement entre guillemets, c'est qu'on n'autorise plus qu'un développeur d'intelligence artificielle aspire nos contenus. Donc c'est inquiétant parce que cet opt-out a été mis en place comme un peu un garde-fou. Et d'ailleurs, Thierry Breton, commissaire européen, expliquait en mars 2023 que l'équilibre entre les droits a été assuré par l'opt-out. Donc ça, c'était sa position en mars 2023. On a fait un travail au niveau des organisations professionnelles en Union européenne pour démontrer que l'opt-out ne fonctionne pas, puisque concrètement, ça consiste à dire à la machine « tu n'as pas le droit d'aspirer ce contenu », pour faire les choses très simplement. Et on a fait l'expérience avec Frédéric Maupaumé sur ses bandes dessinées à lui, et on a retrouvé une pelletée d'illustrations dont on ne parvenait pas à limiter l'aspiration, tout simplement parce que lui, il a beau faire ce qu'on appelle l'opt-out, s'il y a un libraire qui prend en photo la bande dessinée de Frédéric Maupaumé pour la mettre sur son blog parce qu'il a adoré la bande dessinée de Frédéric Maupaumé, eh bien l'image, elle est à nouveau possiblement aspirée par l'intelligence artificielle. Donc, on voit bien que les efforts des uns peuvent être anéantis rapidement par la négligence ou tout simplement le fait que les personnes ne savent pas ce qui en découle comme conséquence. Donc le cadre n'est pas bon. On attend une réforme du cadre. Le problème, c'est qu'actuellement, l'Union européenne réfléchit à une réglementation de l'IA, mais au sens large, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois l'IA médicale, l'IA dans le domaine militaire, l'IA dans le domaine de l'agriculture, etc., etc. Donc l'IA générative de contenu qui vient en concurrence avec les illustrateurs, je pense que c'est le dernier souci de nos représentants au niveau de l'Union européenne. Je le dis à la fois, c'est pas tout à fait vrai, mais quand on prend là par exemple, récemment il y avait une réunion encore vendredi dernier, et la France, la position de la France, c'est de devenir en quelque sorte, je fais un résumé très caricatural, mais c'est pour plus de pédagogie, c'est en quelque sorte se positionner en tant que paradis des développeurs d'intelligence artificielle, pour être en mesure d'être dans un espèce d'être au même niveau de compétitivité que l'Asie, que les États-Unis, etc., etc. Donc, il n'est pas question d'empêcher l'IA générative de contenu de progresser. Ce n'est pas du tout la position politique actuellement que tient la France. Donc, quelle solution il reste? Moi, je crois que si le droit ne nous aide pas, peut-être que la solution, elle est du côté de la technique. On peut imaginer que la technique, elle nous aide à... alors je sais que là, il y a, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais je pourrais retrouver le nom au besoin. Mais c'est un système qui permet de, on va dire, ajouter une petite pellicule sur votre illustration et qui vient empoisonner l'algorithme de l'IA si celle-ci aspire votre donnée. Alors je me dis, tiens, si on n'est pas capable de contrer ça juridiquement, peut-être qu'on peut le faire avec la technique, en sachant qu'en technique, bon, c'est une question de course contre la montre, quoi, hein.
Après, il y a puis des sachant parfaits. que les hackings sont infinis, dès qu'il y a une loi, et c'est entre guillemets ce que j'explique dans la BD Asimov, c'est planté, c'est que on a beau faire des lois, la loi tu ne tueras point, on a vu ce que ça donnait chez les humains. Donc voilà. Il tue moins quand même. Non, enfin, non. Je ne sais pas si c'est à cause de Non, ça, mais bon. Et alors, j'entends effectivement plusieurs techniques ou en tout cas moyens, réflexions pour avancer et en tout cas limiter un petit peu l'IA. Il y a aussi la partie contrôle, je l'ai entendu déjà, donc je pense qu'on va aller lentement mais sûrement parler de l'éducation aussi à l'IA. Mais avant ça, je voulais revenir un petit peu sur ce que disait Marc et sur cette situation de l'humain qui est en droit, en devoir même de se poser la question de qui il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là. Et est-ce que cette intelligence artificielle, qui n'a pas encore conscience d'elle-même, mais est-ce qu'elle ne va pas aller vers une prise de conscience qui aiderait l'humain à prendre conscience un petit peu, puisque c'est le débat, c'est l'intervention que tu fais juste avant, ça nous remet en question, donc c'est à nous de nous poser une question face à l'intelligence artificielle. Oui, moi je suis vraiment pour l'IA expérimentale parce que c'est elle qui nous renvoie un miroir de nos peurs, de nos limites, de comment on pense. Parce qu'on parle d'éducation, mais dans nos écoles, il n'y a aucun cours de psychologie pour apprendre comment fonctionne notre cerveau. Je ne parle pas des trucs physique avec des scanners, hein. Je parle du traitement de l'information. On n'apprend pas à gérer la violence, on n'arrive pas... Enfin, voilà, c'est tout un ensemble où l'intelligence artificielle, pour l'instant, n'est pas capable d'avoir conscience d'elle-même, mais pour moi, c'est juste qu'une question de temps. Parce que voilà, je vais citer une petite anecdote, si tu permets. À un moment, dans mes recherches, il y a longtemps, je suis allé dans une conférence à la DOA avec tout plein de personnes qui sont vraiment spécialisées dans l'intelligence artificielle. Et je les écoute, tout est super intéressant. Mais à un moment, quand même, à la fin, je vais leur demander, là, vous parlez de tout un tas de techniques pour arriver à recomposer la pensée humaine, mais est-ce que vous avez dans vos équipes des psychologues ? Quand même, on est là c'est l'histoire du penser, pour comment penser sans psychologie. Et les mecs me disent non. Ah bon. Donc en fait, on est là pour recomposer la pensée et il n'y a pas de psychologue. Alors après, bon, ça peut ne pas plaire à tout le monde ce que je vais dire là, mais c'est vrai que si on base la psychologie sur des légendes grecques déformées, ça va être un peu compliqué. Mais il existe d'autres approches qui permettent justement de savoir qu'est-ce que fait l'humain de toutes les informations qu'il reçoit par ses sens, par son imaginaire. Et donc, voilà, on peut avancer sur comment naît la conscience de soi. C'est compliqué, mais voilà, je l'aborde dans la BD et j'essaye de creuser le truc parce que c'est vraiment la clé, quoi, et qui permettra, à mon avis, à l'humain d'arrêter ses conneries, d'arrêter de se prendre pour Dieu, etc. Et bon, bref. C'est ce que j'allais dire, c'est que pour ceux qui n'ont pas encore lu Asimov s'est planté, c'est effectivement, il y a cette mise en abîme, cette réflexion sur l'homme face à lui-même et le miroir. Et c'est quelque chose que j'ai rencontré justement en assistant à des rencontres sur l'intelligence artificielle. C'est la question qui arrive au bout d'un moment à tous ceux qui y réfléchissent. Donc l'homme face à lui-même, ce que ça donne. Est-ce que Stéphanie, tu veux ajouter quelque chose là-dessus ? Non, c'est intéressant en tout cas de prendre ça par ce prisme-là et d'avoir peut-être un regard plus panoramique. La difficulté que je vois, moi, c'est qu'on a saisi le problème de la même façon qu'on fait d'habitude, par l'hyperspécialisation. Donc on va demander au juriste son avis, à l'économiste son avis, au sociologue son avis, au psychologue son avis. Mais comme personne n'est foutu de parler en même temps le même langage et de travailler ensemble, en fait, on se retrouve avec des packages de savoirs empiriques acquis de l'expérience des uns et des autres. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et je trouve que cette hyperspécialisation dans laquelle on s'est un peu
c'est un peu réconfortant en même temps de savoir, mais on ne sait rien si on ne sait pas ce qui se passe à côté. Là, ça nous met vraiment en difficulté pour ce sujet très complexe. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Oui, puis il y a aussi le problème de la culture, c'est que l'IA a été utilisée depuis longtemps par Asimov, par tout un tas d'auteurs, de scénaristes, et bien souvent, l'intelligence artificielle, c'est la méchante, ou c'est le méchant. Donc, vraiment, je me suis posé une question, et ça m'a fait éclater de rire quand Elon Musk, entre autres, je reviens toujours sur lui, excusez-moi, a dit avec d'autres, oulala, l'intelligence artificielle, va falloir s'arrêter, mettre une pause. Et là, ça m'a fait éclater d'air parce que je me suis dit, mais comment ça se fait qu'un mec comme lui, qui a quand même une certaine soif du pouvoir, dise, va falloir mettre une pause sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui le motive? Et moi, pour moi, c'est justement la peur qu'il perde son pouvoir. Donc tout un tas d'hypocrisie tombe grâce à l'intelligence artificielle. Je ne parle pas, encore une fois, de l'intelligence commerciale qui nous fait raisonner en boucle. Et donc voilà, et après on peut se rattacher à tout un tas de références, comme par exemple le film iRobot, qui est donc bien empreint des idées d'Asimov, et où évidemment il y a tout un tas de métaphores, mais celle qui gouverne, évidemment, il y a deux entités d'intelligence artificielle dans Asimov, c'est la méchante, qui évidemment a une voix de femme. Habitué. Hein. Oui, on est habitué, malheureusement, culture, tout ça. Et le petit robot. Et donc, la méchante qui gouverne, en fait, elle le dit, elle est là pour prendre soin des humains, parce qu'ils ne savent pas où est leur bonheur. Quand on réfléchit, c'est un peu le leitmotiv de tous les gouvernements humains. Et évidemment, elle s'appuie sur quoi? Sur une armée de robots pour imposer sa volonté. Toute ressemblance avec la réalité serait fortuite. Et de l'autre côté, il y a ce petit robot qui, lui, par contre, pose des questions. Et c'est là où on est dans l'expérimental, justement. Parce que lui, il n'est pas sûr. Il apprend. Mais il apprend sans vouloir gouverner. Et donc, voilà, c'est ces deux choses qui sont intéressantes à mettre en perspective. À mon avis, c'est bien symbolique. Oui, alors justement, puisqu'on parle d'apprendre, avant d'arriver aux questions-réponses, justement, je voulais savoir ce que vous pensiez justement de la connaissance ou méconnaissance, puisque vous avez parlé de ce qui se réfléchit en France, justement, au niveau de l'intelligence artificielle. La France pourrait être un pays, le paradis des développeurs d'intelligence artificielle, pourquoi pas. Mais pour ça, il faut commencer tôt, il faut commencer par la formation. Et il faut que justement les humains et les petits humains s'approprient l'intelligence artificielle. Alors, en Corée, c'est déjà une réalité, en tout cas, c'est ce qui a été communiqué par le gouvernement. Quid de la France et de l'Europe? Je pense qu'il faut qu'on intègre dans les formations académiques, universitaires, l'intelligence artificielle, parce qu'elle existe déjà en réalité. Je veux dire, moi, je viens de Rennes 2. Rennes 2 est une université assez pugnace, très engagée, et qui, par exemple, au moment de la mobilisation par rapport au projet de retraite, s'est retrouvée fermée. Et donc, on a fait les examens à distance. J'avais 350 copies à corriger qui étaient faites par potentiellement ChatGPT. Je fais quoi? Je note mes 350 copies. Enfin, c'est une question que je pose parce que si on n'apprend pas aux étudiants à s'en servir correctement, en étant, pourquoi pas, respectueux d'une forme d'éthique qu'on pourrait déterminer, dont on pourrait déterminer les formes, dans le respect des droits de la propriété intellectuelle, etc., on va se retrouver vraiment confronté à des difficultés. Donc moi je suis pour qu'on l'intègre, mais avec l'objectif de s'en servir de façon éthique et responsable. Donc intégrer plutôt des cours d'éthique plutôt que des Exactement. cours d'intelligence artificielle. Oui. Avec la limite que vaut l'éthique face à l'impératif économique. On l'a vu avec toutes les COP pour l'environnement. Oui, il faut protéger le climat, tout ça. Puis à la fin, qu'est-ce qui reste? C'est les intérêts nationaux. Donc, allez voir ailleurs pour descendre les consommations et tout ça. Donc,
je ne suis pas pessimiste, parce que je pense vraiment que l'IA expérimentale peut nous sauver, mais d'une manière pas du tout comme ça a été décrit dans les films. Mais espérer que ça passe par l'éthique, je ne demanderai pas mieux. Hein. L'éthique, vive la culture, il n'y a pas de souci. Mais d'une manière réaliste, l'économie écrase tout. Et tant qu'on ne changera pas d'économie, moi, la science, elle m'a appris, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc. Effectivement. Mais alors, est-ce qu'il y a dans la salle des opinions, des solutions, des réponses et des questions surtout? Bonjour, merci pour vos interventions. Je voulais savoir si aujourd'hui on avait connaissance de comment réagissent les communautés d'auteurs dans lesquels il y a de la production de BD historiquement. Je pense particulièrement au Japon et donc aux États-Unis pour la partie manga d'un côté et comics de l'autre. Pour lequel peut-être que l'intelligence artificielle a commencé un peu plus précocement qu'en Union européenne. Voilà, quel est l'état des réactions, comment évolue l'activité des auteurs par rapport à l'émergence de l'IA? Alors, à notre connaissance, il y a eu beaucoup de projets qui se sont délestés d'une grosse partie des créateurs qui étaient prévus initialement. Il y a plusieurs exemples, hein. Il y en a même des dizaines où sur des projets, certains ont appris finalement qu'ils n'y seraient pas parce que ils seraient remplacés par des modèles de génération. Concrètement, la réaction, j'ai l'impression qu'elle est à peu près la même partout dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a une grosse inquiétude de la part de celles et ceux qui savent qu'ils vont y laisser des plumes économiquement et qui devront sans doute bientôt changer d'orientation professionnelle parce qu'ils ne parviendront plus du tout à en vivre. Et là, il y a quand même des choses qui se passent. On voit qu'il y a eu des actions contre, par exemple, je pense à Stable Diffusion. Là, la décision est tombée le 30 octobre dernier. Malheureusement, elle ne va pas dans le sens des auteurs, mais il y a des actions qui sont faites. Il y a des réactions. Je pense notamment à EGaIR, qui est une structure européenne qui s'est mise en place pour appeler le plus de régulation possible en matière d'intelligence artificielle. Et puis, à côté de ça, il y a aussi beaucoup d'auteurs qui l'utilisent au quotidien dans leur activité de création. Alors moi, je leur pose la question de savoir pourquoi, et c'est intéressant de voir que la réponse est pour ce qu'on paye, je n'ai pas non plus passé du temps à créer, donc finalement c'est très bien, ça va rééquilibrer le modèle économique qu'on m'impose. Donc, vous voyez, tout ça c'est intéressant, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement à ces pistes-là. Alors, juste en complément, l'outil que vous évoquiez sur la possibilité de rendre toxique la production de contenu pour brouiller les IA, ça s'appelle Nightshade. En fait, ça a été développé par une équipe de Chicago, universitaire de Chicago. Très bien, merci beaucoup. Et qui est utilisable. Et ça peut intéresser beaucoup de gens, je pense. Oui. Ouais, donc, une fois de plus, la clé, c'est l'économie, quoi. Le temps, c'est de l'argent, donc il faut produire. Donc, on réduit les coûts. Mais pour avoir le même salaire, il faut travailler plus, presque. Et on le voit bien, de toute façon, en plus, avec les clients finaux. Dans les librairies, ce qui parle le plus, c'est de plus en plus du manga, je crois. Ne pas me tromper en disant ça. Parce que c'est pas cher, parce que c'est tiré un gros volume. Et donc, voilà, quoi. C'est résumé là-dessus, je pense. Juste une question. Est-ce que vous pensez que les lecteurs seront OK pour lire des BD qui seront écrites que par de l'IA? Alors moi j'ai un avis là-dessus parce que comme je fais pas mal de tables rondes sur le sujet, il y a souvent de la part des lecteurs un engouement à agir pour défendre les créateurs. Et ils nous disent comment on peut vous aider. Et je dis à votre avis, comment vous pouvez nous aider? Et simplement peut-être en exigeant déjà d'être informés. Parce que là, pour l'instant, on a vu des opérations de communication, cette bande dessinée, la première vie de Jésus, illustrée par une intelligence artificielle ici, ou sur ce modèle qui a été... Bon. Et finalement, est-ce que les lecteurs vont être OK pour dépenser le même prix pour un livre qui n'aura pas coûté aussi cher? Je crois qu'il va falloir qu'on se pose des questions, parce que les lecteurs ne sont pas stupides, quoi. Ils sont vraiment... très conscients de ça et ils veulent de l'information pour savoir ensuite comment acheter. Alors oui, la clé, c'est peut-être la censure, c'est le boycott, quoi, en gros. Le boycott, ouais. Mais
J'ai quand même un doute, encore une fois, parce que si vous voyez l'état scénaristique en qualité des soap-opéras télé ou des trucs comme ça qui sont franchement de la merde, hein, on ne peut pas appeler ça autrement. Enfin, excusez-moi pour eux, mais voilà, en termes de créativité en tout cas, hein, pas en termes de... parce que c'est quand même bien foutu. Mais en termes de créativité, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'audience? Bah si, il y a de l'audience. Et puis si l'intelligence artificielle, elle va justement chercher autre chose plus loin, là évidemment, encore une fois, on est dans des boucles de satisfaction, donc on va toujours utiliser la violence, les machins, enfin les trucs habituels qui marchent et tout ça, mais au bout d'un moment quand même le cerveau humain se lasse. Et voilà, j'ai fait une boucle moi aussi, et je sais plus ce que je voulais dire. C'était sur... Zut. Oui, la qualité. Il y a un phénomène de burgerisation, quoi. Donc après, Oui, on oui, peut oui. s'habituer aussi à recevoir... C'est ça. C'est-à-dire que plus on fait des trucs idiots, plus on baigne dans le truc, plus en fait réfléchir et aller plus loin est problématique. Mais la clé, citation d'Hitchcock, un bon film, c'est une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Le jour où les IA seront capables de créer des bonnes histoires, est-ce que le public va dire « Non, non, je ne vais pas le voir parce que c'est une mauvaise histoire ». Je ne sais pas. Donc on pourra boycotter, on pourra tout ça, mais soif de voir, ouverture d'esprit, etc. etc. Oui, économiquement, il faudrait boycotter pour rester dans ce modèle. Mais bon, moi personnellement, j'aime pas ce modèle. Merci. Avant de conclure, s'il y a une dernière question, nous la prendrons, sinon... Bonjour, pardon. Je voulais apporter mon expertise sur le côté webtoon. En fait, on rencontre déjà ça. En fait, on a de la production, de la surproduction qui vient d'Asie en général de Corée, plus largement d'Asie, avec des studios qui doivent déjà très certainement utiliser l'IA d'une façon ou d'une autre. C'est de la surproduction, c'est pour de la consommation, en fait, en majorité, hein, bien sûr, il y a des artistes coréens très talentueux. Mais du coup, on a cette dichotomie de consommation entre cette surconsommation de masse et les auteurs français qui essayent de produire quelque chose de comme on aime bien le faire en France, avec des engagements, avec une patte graphique particulière et singulière à chaque auteur-autrice. Et on voit bien qu'une grande majorité des consommateurs, consommatrices s'en foutent. Enfin, c'est-à-dire que maintenant, on arrive à amener toute une population à aimer le webtoon français, à se détacher du style graphique assez général de Corée pour aller sur des diversités graphiques plus importantes, comme ça a été le cas en BD, etc. Une partie de la population s'en fiche, la majorité, mais petit à petit, on arrive à attirer des gens du côté français. Peut-être que ça va venir pareil en fait avec l'IA, tout comme on va beaucoup plus consommer de la nourriture industrielle parce qu'elle est plus facile d'accès et moins chère, mais qu'au final les marchés locaux fonctionnent toujours, les artisans locaux fonctionnent toujours, moins bien sûr et avec difficulté, mais la question qui va se poser en fait c'est surtout qui aura accès à de la bonne qualité, qui pourra se le permettre d'un point de vue intellectuel, tout comme d'un point de vue d'éducation culturelle et financier en fait. Je me souviens, en juin, j'étais intervenue avec Olivier Jouret, justement, qui avait, je trouve, de façon extrêmement pertinente, comparé ça avec la fast fashion, quoi, les vêtements. Et donc, bon, je ne vais pas parler à sa place parce qu'il est là en plus, mais simplement, il avait justement déroulé toute sa pensée autour de... Olivier Jouret. Oui, c'est ce que j'ai... Juste dit Olivier. Ah, j'ai juste dit Olivier, mais ici, pas besoin de préciser son nom, tout le monde le connaît. Mais en tout cas, il avait comparé ça justement avec la fabrication des vêtements qui sont à bas coût et dont certains sont très heureux de pouvoir justement y avoir accès parce qu'ils n'ont pas soit les moyens de s'acheter autre chose. Et donc, il y a vraiment cette fracture entre des produits de très mauvaise qualité dont on sait les conséquences sociales et écologiques hallucinantes, mais qui sont quand même ceux que les gens achètent, versus des fabrications plus locales, plus chères évidemment, qui sont au coût de ce que ça représente réellement, la fabrication, etc., etc. Et je trouvais que sa comparaison avec le vêtement était extrêmement pertinente. Voilà. Ça va vraiment dans le sens de ce que vous dites. Oui, c'est l'économie monétaire prend la main.
Donc si on ne change pas d'économie, on sera toujours là-dedans. Donc effectivement, il restera les niches. On va se battre beaucoup pour les niches, parce que quand je vois les flopées de super graphistes, auteurs de dessins qui sortent des Milko et d'autres écoles, qui ont des talents mais incroyables, mais tous ceux-là, ils vont se battre comme des malades pour arriver à occuper ces niches par rapport au reste du marché. Bon courage, mais voilà. Soyons positifs, changeons les choses, rêvons. Pardon, une dernière intervention. Est-ce que du coup, tout ce qui va être construction de communauté et culte de la personnalité artistique n'arriverait pas peut-être à essayer de compenser ça, puisque les gens vont plus suivre une personnalité et un travail plutôt qu'un seul travail en lui-même. On le voit avec le nom des auteurs qui vont être en plus grand sur des couvertures de livres que le titre du livre lui-même. Donc c'est bien que c'est le nom de l'auteur qui vend et l'appréciation du travail de l'auteur en lui-même. Donc est-ce que tout ce qui n'est pas auto-édition, création de communauté, etc., qui commence vraiment à intéresser le grand marché, serait une espèce de porte de sauvetage pour tout ça? C'est une piste possible. C'est une piste possible. Moi, je crois beaucoup aux solutions techniques, à la réaction des collectifs engagés, militants, qui ont envie justement de sauver les métiers de la création. Donc, je suis plutôt optimiste en réalité, même si on est face à un cataclysme plutôt inquiétant, très inquiétant. Bizarrement, je suis assez optimiste parce que à chaque sortie d'éditeur d'un bouquin généré par IA, en fait, ça génère tellement un bad buzz et une mise au doigt que finalement, je me dis, bon, il y a un truc qui se passe quand même là, il y a un espèce d'élan de solidarité qui est rassurant et qui réchauffe un peu, quoi. De la rencontre aussi de l'humain avec l'humain, parce que quand c'est la dédicace d'une intelligence artificielle est peut-être moins admirable qu'un artiste qui fait en quelques minutes quelque chose d'incroyable sur la première page du livre. Peut-être, ouais, peut-être que c'est ça en fait. Oui, tant que l'IA ne pose pas la question, parce que quand on voit une œuvre, par exemple un dessin, bon, il y a le figuratif, juste pour être figuratif, mais en général, c'est pour questionner quelque chose. Et tant que l'IA n'est pas là pour questionner celui qui est en face, il n'y a pas de dialogue, quoi. C'est bon. Je ne sais pas si ça apporte quelque chose que je viens de dire. Mais... Si, parce que c'est donc hommage au dialogue et à l'humain. Donc sur ce, on termine ce premier panel. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre intervention. Et puis, bonne journée, bonne suite.